Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De John Wick 3, réalisé cette fois-ci en solo par Chad Stahelski et avec le fameux Keanu Reeves, dont la cote de popularité ne cesse d'augmenter de jour en jour. Il est considéré comme l'un des hommes les plus gentils, avec beaucoup de respect et d'attention envers les autres, et c'est vrai que son histoire personnelle ne peut susciter que l'empathie. Mais un débat demeure. Était-il un peu pompette pour son apparition à l'E3 pour Cyberpunk 2077 Ce qui est certain, c'est qu'il est en très grande forme, effectuant la quasi-intégralité des scènes que l'on voit à l'écran. Combat à main nue, maniement des armes, acrobatie et cascade, c'est du grand art. Il en va de même pour Halle Berry, qui a fait preuve d'un très grand investissement pour pouvoir faire de même. D'ailleurs, les femmes de ce film sont fortes et ont des rôles intéressants. Ça envoie vraiment du pâté, avec un déferlement de combats qui ne s'arrête plus. Le géant, les chinois, les deux groupes d'asiatiques à la fin, il y a des combats individuels, d'autres en groupe, avec beaucoup de petits détails et d'outils ou d'accessoires variés qui n'altèrent pas la cohérence et la fluidité des scènes. On voit les recharges de balles ou comment il acquiert de nouvelles armes par différentes astuces, et un côté un peu stratégique par moments, comme avec le renforcement des blindages. Toutes les scènes d'action sont démentielles et on utilise bien les espaces dans lesquels on est. Rien n'est jamais interrompu ou coupé. Tout est souligné par des plans larges qui nous permettent de tout suivre et de tout apprécier sans perdre une miette. La mise en scène est maîtrisée de bout en bout, c'est d'une très grande précision. On peut dire qu'ils ont le compas dans l'œil, ou plutôt le couteau dans l'œil. Et ça sans parler des chevaux ou des chiens qui nous offrent des scènes assez spectaculaires et surprenantes. C'est franchement une grande réussite dans le film. Et là encore, le travail de dressage a dû être fou, se combinant mais parfaitement à la chorégraphie du film. Il y a des moments de respiration, comme toute la séquence au début qui instaure une vraie ambiance, qui fait monter la sauce avec ce compte à rebours. Ça dure un petit moment et c'est comme le calme avant la tempête. Il y a aussi pas mal d'humour dans l'acharnement de John par exemple, ou le comportement décalé par rapport à une situation dramatique. Alors j'ai vu le film avec l'ami Valérian de Cinefiles et on a quand même relevé quelques éléments un peu plus mitigés. Bien que cela puisse justement être les points qui plairont pour ça. Comme le surplus et la répétitivité des scènes d'action, le côté trop chorégraphié des scènes qui se sentent, ou parfois des situations qui arrangent. La scène sur la moto est intéressante, mais il est le seul qui possède une arme, alors qu'il la récupère sur des motards du même groupe juste avant. Il n'est presque jamais mis en danger par des armes à feu ou des tirs à distance. Rien ne le touche ou ne l'atteint, les ennemis n'étant que de la chair à canon. Énormément de scènes se déroulent de la même façon où John enchaîne les vagues d'ennemis en les tuant comme dans un jeu vidéo. Ça fait massacre à sens unique, qui peut complètement séduire, mais qui peut également lui faire perdre de son charme. Et toute la séquence avec Sophia, enfin Halle Berry, aurait pu être différente, mais elle pratique exactement le même style de combat que John. Elle tire sur des cibles en étant à découvert, avec des ennemis qui sortent de partout, armés et à distance, mais aucun ne la touche, même ne l'effleure. Là aussi, il lui fonce dessus à toute vitesse à tour de rôle. Heureusement, il y a cette scène complètement folle avec les chiens. On a cette impression que les ennemis se présentent l'un après l'autre ou attendent leur tour pour se faire exécuter. Il y en a plusieurs où John tire sur un mec et juste après un autre arrive dans le plan en courant alors qu'il était là dans celui d'avant par exemple. Et parfois tout en ayant une arme. Ça arrive aussi dans les affrontements rapprochés où l'on se dit qu'il pourrait se prendre bien plus de coups, surtout au vu de la rapidité de certains qui deviennent plus lents au moment du combat. Je pense notamment à celui contre les Chinois au début, mais surtout avec les mecs de The Raid, qui sont clairement en sous-régime. Et en plus, ils sont deux. Quand on voit Yayan Ruyan dans les deux The Raid, qui d'ailleurs a la cinquantaine également, et Cecep Arif Rahman dans le combat final du deuxième, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus rapides, plus vifs. On a du mal à voir comment John peut l'emporter réellement de cette façon. Alors, oui, il se trouve qu'on fait un peu d'humour avec eux, qui disent justement que John est plus lent. Est-ce volontaire dans le film, ou est-ce qu'ils se sont rendus compte sur le plateau qu'il était beaucoup moins rapide que ces mecs-là? Dommage d'ailleurs que ce chien fou de The Raid ne soit pas plus développé, limite ça aurait été mieux que ce soit lui le boss final, avec son regard à la fois perçant et glaçant. On a aussi cette impression que tout ce groupe-là ne semble pas vraiment vouloir le tuer, car dès qu'ils en ont vraiment l'occasion, ils ne le font pas, servant plutôt à le ralentir.
Du coup, ces combats ne sont pas si mortels. Alors je parle un peu pour moi à ce niveau-là, étant très amateur d'arts martiaux et de combats à main nue, je n'ai pas été totalement rassasié. Par contre, en termes d'action et de gunfight, ça oui. Il y avait aussi Tiger Hu-Chen qui avait joué dans le film réalisé par Keanu Reeves, Man of Tai Chi, avec une très jolie scène de combat de pur art martial cette fois-ci, et avec Keanu. C'est très amusant aussi de retrouver Mark Dacascos qui a fait pas mal de films de seconde zone, mais qui a probablement dû être remarqué dans les films de Christophe Gans, Crying Freeman et le célèbre Pacte des loups, de très bons films. C'est l'un des personnages du film qui apporte son lot d'humour, étant plein d'admiration pour John, l'idée finalement n'est pas si mauvaise, même si on en attendait peut-être plus. Je ne suis pas forcément convaincu non plus du passage dans le désert, peut-être un peu court, un peu trop facile, trop rapide par rapport à ce qu'il est censé accomplir, peut-être que son voyage aurait dû se faire réellement seul, sans la moindre aide. Le passage à Casablanca est bien, mais on sent que c'est plus une forme d'introduction à un éventuel spin-off. On essaie d'étendre l'univers, montrant que tout se passe de la même façon dans d'autres pays, un peu comme le Men in Black international. Je pense que certaines personnes n'apprécieront pas du tout ce film-là, préférant les deux premiers, et d'autres, bien au contraire, le verront comme une classe au-dessus. On sent néanmoins que celui-ci passe une certaine frontière et peut paraître en décalage avec les précédents, car on a un côté un peu fantastique que l'on va tenter d'explorer ici. Attention, méga spoil. Dans le premier film, on a affaire à un humain, qui s'avère être un tueur professionnel, mais l'on reste dans un cadre réaliste. Dans le second, on commence à explorer le jeu des couleurs, des décors, s'orientant sur le symbolisme. Il y a une transition d'un personnage humain à quelque chose de plus hors norme. Et dans celui-ci, on passe clairement de l'autre côté du miroir. Il y a en quelque sorte 3 niveaux de lecture que l'on peut superposer les uns sur les autres. Le premier, c'est le deuil et la peine, celle d'un homme qui perd sa femme et qui doit apprendre à vivre sans elle. Il retrouve une forme d'espoir avec son dernier cadeau, un chien qui sera abattu. C'est de là que la véritable nature de John se dévoile et part dans une sombre quête de vengeance. Le second, c'est l'allégorie de l'enfer. Un peu comme dans la mythologie, il y a le monde de la surface et le monde souterrain, sorte de royaume des morts au vu de leur métier, qui sont tous deux régis par des règles et dirigés par un maître, un roi, voire un dieu. Le maître d'hôtel s'appelle Charon ou Charon, qui est le passeur d'âme, le pilote de la barque ou de l'hôtel. Rien n'est dissimulé dans ce film. John porte littéralement la croix christique dans les mains, puis sur son dos. En bravant l'interdiction, comme dans l'Éden, il est banni, exilé et plongé dans son propre enfer. Au début, quand il court, on a ce côté seul contre tous, prêt à subir toutes les souffrances. Mais il est aussi juxtaposé à un autre mythe, ouvertement cité au début du film et qui a d'autant plus de sens, l'enfer de Dante. Constitué de 3 ouvrages, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Le monde d'ailleurs y est divisé en 2 hémisphères. Et puisqu'on parlait de jeux vidéo, il y a justement un Dante's Inferno où le personnage va devoir se plonger dans les cercles de l'enfer afin de retrouver la femme qu'il aime, Béatrice, un peu comme Orphée avec Eurydice. Alors ce n'est pas elle qui le mène en enfer, simplement dans une profonde tristesse. Ici dans John Wick, c'est le chien qui était le dernier rempart avant de basculer. Il affronte ainsi des monstres et des démons, traversant l'enfer, traversant le désert, comme une sorte de nomade en quête spirituelle. Et il n'y a que la mort qui permet de rencontrer le grand maître de la table, sorte de divinité. On peut même percevoir tous ces chiens comme une allusion au Cerbère, terrible compagnon d'Hadès, mais aussi de Perséphone. Finalement, John dit qu'il veut continuer à vivre en conservant le souvenir de sa femme. C'est ce que Dante dit à propos de sa Béatrice, jurant qu'elle vivra éternellement dans son souvenir. Une fois qu'il rachète ses fautes, il renaît, à l'image de son nouveau costume. Un costume qui est très présent dans l'autre trilogie de l'acteur, où l'on a aussi un personnage de nature christique plongé dans l'enfer de la réalité pour sauver l'humanité. La 3e lecture est celle de la matrice et de l'introspectif. Il y a ce côté Matrix dans le sens que tout semble se dérouler dans un monde à part, un combat qui semble ne se dérouler qu'entre les personnages principaux.
n'affectant pas le reste du monde. Comme dans Underworld ou ce genre d'univers fantastique qui ont leur propre code, leur propre langage, leur propre façon de vivre. C'est l'une des grandes forces de cette saga que d'avoir créé un univers particulier. Avec ses propres références, lieux de culte, objets hiératiques, un panel d'armes diverses et variées, la grande table, la monnaie de couleurs différentes, il y a derrière tout ça une forme de sacralisation. La mort de sa femme puis de son chien l'ont fait régresser de l'homme à l'animal. Le fait de creuser dans le sol de sa maison, c'est creuser en lui-même. Descendre les étages de l'enfer, c'est comme descendre les étages de la psyché humaine. Comme s'il entrait dans la matrice à un niveau de réalité propre à ses émotions. Ou comme dans Inception, où non seulement il s'agit d'une femme aux frontières du virtuel et du réel, mais en plus, le monde dans lequel ils sont nés les concerne qu'eux. Le reste des individus sont des projections ou des PNJ d'un jeu vidéo. On peut aussi lire l'histoire de John d'une autre manière. Que c'est en fait son paradis qu'il vivait avec sa femme qui était en fait l'illusion. Et que sa mort lui a permis de se réveiller, de revenir à la réalité pour entamer ce long voyage à la recherche de lui-même. Dans ce troisième opus, on remonte aux origines de Wick, son camp d'entraînement, sa formation, il y a une quête identitaire. C'est dans le désert qu'il est au plus bas, mais une fois qu'il récupère son statut, il remonte à nouveau, quittant son exil pour retrouver la civilisation. Et c'est dans un décor très intéressant, une sorte de palais de glace, de cristal, qu'il rejoint Winston qui l'attendait pour lui parler d'un choix, comme dans Matrix, qui le conduira à tuer une partie de lui-même. Mais laquelle ? Le croque-mitaine ou l'humain ? L'amitié ou le devoir ? Leur relation semble plutôt portée sur l'amitié, mais on peut y voir aussi le fils qui rejoint le père. Et ce lieu s'y prête totalement. Celui de la transparence, d'être clair envers l'autre, envers soi. C'est briser la glace, briser les règles, briser le lien de la valeur, de la pureté. C'est une lutte symbolique entre les forces obscures qui peuplent notre esprit. À la fin, une fois au sommet de l'immeuble, Winston lui tire dessus, ce qui résonne comme une trahison. Et dans l'enfer de Dante, c'est considéré comme l'une des fautes les plus graves, les plus lourdes. Ça rejoint d'ailleurs le premier film où il était question de la même chose concernant un père et son fils. À nouveau, John tombe, se retrouvant par terre, puis sous terre, en enfer. Avec cette fois-ci Morpheus ou Laurence Fishburne qui est comme un roi, un diable. D'ailleurs, son personnage dit « longue vie au roi », une phrase que l'on retrouve aussi dans Godzilla 2. Lui-même était au sommet d'un bâtiment où on l'a scarifié et déchu. Autre chose d'intéressant, c'est qu'on lui dit dans le film qu'il a fait tout ça pour revenir à son point de départ. À la fin, il se retrouve comme au début du film, il tourne en rond. Et c'est ça les cercles de l'enfer, la spirale infernale du cercle vicieux, et de l'enfer des âmes qui se lamentent à l'infini. Il faut payer ses dettes, c'est le thème même de l'enfer, payer éternellement pour ses péchés. Chaque film l'a fait descendre dans l'abysse, pour remonter, puis de nouveau chuter. Encore plus bas, vers le chaos, vers peut-être une suite qui serait cette fois-ci sans règles et sans limites. Et comme le dit Winston lui-même, sans règles, nous serions comme les animaux. Jusqu'ici, tout a été fait dans les règles, tout est cadré et sous contrôle. Même si on enfreint les règles, on reste malgré tout dans un système. En devenant le banni ou l'excommunié, nomination qui fait partie d'une case, il n'y a pas d'anomalie. Il y a même un côté rassurant, je pense, pour le spectateur qui regarde ce film, en se disant que tout est régi par des règles, comme si tout était normal. Il y a néanmoins comme une gangrénation des règles dans ce troisième opus, qui sont vraiment présentées comme une machine infernale, que l'on peut utiliser comme bon nous semble selon le poste que l'on occupe. Il y a même des règles qui permettent d'outrepasser les règles, comme de dézoner l'hôtel pour pouvoir atteindre John, ou de devoir punir ceux qui l'ont aidé, comme Winston, mais qui finalement ne le sera jamais. Il y a des règles, mais on peut négocier. Il y a un autre niveau de lecture que l'on peut retrouver dans la vie même de Keanu Reeves. Et je pense aussi à un autre sur la notion de l'art. Les lieux sont culturels, le musée d'armes, la bibliothèque, le cinéma-théâtre, les vitraux de l'hôtel, ou des lieux qui font penser à des sanctuaires, des églises.
Même l'écurie avec les chevaux est de rapport avec l'équestre, de haute classe sociale. Et d'ailleurs, quand il monte sur le dos du cheval, ça lui donne une forme de noblesse. On a même la préparation du poisson lune, le fameux fugu, réputé pour être mortel, et dont seules quelques dizaines de personnes au Japon seraient capables de le préparer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent « dans les règles de l'art ». On parle aussi de la définition du mot assassin, comme pour montrer que nous avons affaire à des personnes de savoir et de connaissances, cultivées et civilisées. Ce n'est pas juste de l'action pour de l'action, c'est l'incarnation des mécanismes propres à l'être humain que l'on retrouve partout dans la culture et dans l'art. Le film cherche à déconstruire cette culture pour descendre vers les niveaux inférieurs de la conscience, et y déceler ce qui a nourri et construit l'art et la culture. La Divine Comédie de Dante elle-même est considérée comme une œuvre d'art. Les choses les plus évoluées, les plus belles, sont souvent empreintes de violence. À l'image de la scène où les tueurs débarquent dans le théâtre pendant une répétition de danse, que l'on retrouve également quand l'unité débarque dans l'hôtel sur de la musique classique, en l'occurrence les 4 saisons de Vivaldi, on élève l'esprit par des effets de son ou visuellement avec les jeux de couleurs. Dans le théâtre, on y voit la formation à la lutte, puis à la danse. Tous deux sont un langage, une gestuelle du corps, qui demande effort et discipline, volonté et détermination. Sa technique de combat, son maniement d'armes, comme on dit, c'est un art martial. D'ailleurs, petit aparté, j'aime beaucoup le gun kata qui avait été développé pour le film Equilibrium, qui est incroyablement fluide et harmonieux. C'est magnifique à regarder. L'art est cette chorégraphie de la vie dans laquelle se joue et se rejoue notre relation à la mort et à la souffrance. C'est l'énergie pulsionnelle et destructrice que l'on parvient à canaliser, maîtriser pour sublimer le primaire et la misère. C'est notre enfer quotidien qui nous maintient en vie. C'est en enfer que se trouve le paradis. Et le film se veut comme une œuvre d'art dans laquelle le spectateur peut expulser et projeter toutes ses frustrations et insatisfactions quotidiennes à travers les souffrances de Wick. Il s'en prend plein la gueule, se fait renverser par des bagnoles à 2 reprises, les combats qui s'enchaînent, quand on le projette sur les vitres et que tout se brise, les chiens qui bouffent les mecs, son doigt qu'il se coupe. Le but est clairement de prendre son pied. C'est comme une montée en puissance, en intensité dont le but est de mener au plaisir suprême. C'est le film qu'on regarde pour se calmer les nerfs, à l'image de Qui veut la paix prépare la guerre. John est un monstre, un dieu de la mort, un exterminateur qui fait le ménage sur son passage, et n'est visible que par ceux qui y croient, ceux qui le vénèrent, ceux qui en ont peur, exactement comme dans l'animation Les 5 légendes pour le croque-mitaine. On a l'impression que le personnage est intouchable et increvable, comme immunisé contre la mort. C'est parce qu'il n'est pas humain. C'est le Baba Yaga, créature fantastique que l'on retrouve dans un recoin sombre de notre imagination, de notre peur, et qui nous attire comme le rapport que l'on a avec les films d'horreur et les entités surnaturelles. À l'image de Dacascos qui ne paraît jamais menaçant, car il sait déjà qu'il ne gagnera pas. Son seul désir est de côtoyer et d'apprivoiser la mort, se tester face à la peur, face à sa terreur pour surpasser et faire partie du mythe, de la légende. Comme un artiste, un poète qui cherche l'inspiration qu'il trouve auprès d'une femme, sorte de muse de l'âme. Ici, c'est le croque-mitaine, même plus précisément celui qu'on envoie pour tuer le croque-mitaine. Le film peut tout à fait avoir ce même effet de transmettre au spectateur une sorte d'impulsion pour inspirer, motiver ou encore créer. C'est un personnage vraiment fascinant et passionnant dans lequel on peut tous se retrouver. John Wick est un concept de nature mystique et sacrée. C'est la faiblesse que l'on retrouve en chaque être humain, celle contre laquelle on ne peut lutter, que l'on ne peut surpasser. C'est une idée contre laquelle on se bat, un avatar que l'on utilise comme fantasme allégorique de nos émotions que l'on cherche à satisfaire par une rage jouissive et cathartique. D'une certaine façon, ça aurait pu aller encore plus loin, quelque chose de plus bestial, de plus enragé. Avec les vêtements déchirés, la gueule ensanglantée, le voir décoiffé quoi. Il reste un peu trop propre sur lui-même, bien que sa stature de mythe font que le costume est nécessaire. C'est seulement dans la dernière scène qu'on a un peu cet effet avec l'impact de la chute du toit, qui est vraiment violente. On peut encore descendre d'un étage, ce que fera très probablement le 4e opus.
Voilà pour ce film, je pense qu'on va s'arrêter là. La force du film est clairement le réalisme des scènes et sa grande diversité des lieux, des armes, des techniques de combat. C'est à la fois esthétique, dynamique et d'une lisibilité hallucinante. John Wick impose son style et s'impose comme un incontournable des films d'action. Et je finirai sur une citation de Keanu Reeves. J'ai toujours senti que je ne suis pas de cette génération, j'y vis seulement. Étant donné la façon dont mon esprit diffère de la majorité, je pense que je viens d'une dimension différente. C'est pourquoi je garde des choses pour moi, parce que beaucoup de gens ne me comprendront pas. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.